Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui avec nous. Les gens arrivent tranquillement là, en ligne. Vous avez été plusieurs centaines à vous inscrire aujourd'hui, donc vraiment merci beaucoup de votre intérêt et de votre présence. Comme on a seulement 1 heure pour faire un tour d'horizon de nombreux projets de loi, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment, mais d'abord, je me présente, Geneviève Paul, je suis directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement et je suis accompagnée de ma collègue Camille Cloutier, qui est avocate dans l'équipe du CQDE. Donc, l'objectif, vous l'avez vu, c'est vraiment de porter un regard sur une année bien chargée en matière de réforme législative, donc de dépôt de projet de loi, tant au niveau provincial que fédéral, qui, à notre avis, peuvent poser des risques importants pour l'État de droit, la démocratie et la protection de l'environnement au Québec comme au Canada. Donc, c'est l'objectif là aujourd'hui de faire ce tour d'horizon-là avec vous. Je reviendrai sur cet objectif, mais rapidement, vous présenter le CQDE très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un organisme à but non lucratif, un organisme reconnu comme de bienfaisance également. On a été fondé en 1989 par des juristes. On a des membres, des sympathisants, des donateurs partout à travers le Québec et on est le seul organisme de bienfaisance qui a comme mission d'offrir une expertise indépendante en droit de l'environnement au service de la population pour la protection de l'environnement. On est chanceux, on a un conseil d'administration engagé, une équipe dévouée et un réseau aussi de juristes pro bono qui nous soutiennent dans nos dossiers. Pour commencer, je vous inviterais, vous l'aurez peut-être vu dans le clavardage, parce qu'on aime ça savoir un peu aussi à qui participe, donc à écrire dans le clavardage juste votre affiliation, votre organisation, si vous faites partie d'un groupe citoyen, votre expertise, peut-être même aussi votre région. Ça nous aidera à savoir, avoir une idée en fait de qui participe aujourd'hui. Donc, ça serait super apprécié si vous voulez juste nous mettre ça dans le clavardage. Ça donne une idée. On utilise cet outil-là. On ne vous voit pas malheureusement, mais c'est plus simple pour l'enregistrement. Mais vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions. Il y a une section dédiée, vous le verrez là, qui est questions et réponses. Donc, n'hésitez pas. Tout au long, on va prendre des questions à la fin, mais n'hésitez pas si vous avez des questions là, qui surviennent à les mettre aussi dans le clavardage. Donc, notre mission, on met une expertise juridique au service de la population et de la protection de l'environnement. On le fait de 3 manières principalement. Donc, c'est comme ça que certains d'entre vous nous connaissent, on a un axe information et sensibilisation. Donc là, on a une ligne verte, on outille la population, ça fait partie de notre mission. On a un axe réforme législative et réglementaire, donc on suit évidemment justement les réformes législatives, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Puis on vise aussi à ce que le droit évolue, à ce qu'il progresse pour qu'il puisse vraiment répondre aux crises environnementales auxquelles on fait face. Et enfin, on va devant les tribunaux. Vous avez peut-être suivi certaines de nos actions récentes devant les tribunaux quand on estime que c'est nécessaire. Vous aurez à la fin les liens pour nous suivre, pour en savoir plus sur ces actions-là. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. C'est seulement un bref aperçu. Donc, plongeons dès maintenant dans les objectifs de ce webinaire-là, qui est un objectif triple, je dirais. Donc, sonner l'alarme, en fait, de notre point de vue, là, c'est vraiment une alarme à sonner quant à une tendance qui pose de réforme législative qui pose des risques importants pour notre démocratie, la protection de l'environnement. Ça fait partie de notre rôle, donc, d'outiller aussi la population pour comprendre les enjeux juridiques que peuvent soulever ces réformes-là et aussi dans un esprit de stimuler la recherche de solutions et la mobilisation. Qu'est-ce qui est encore possible de faire pour ce qui s'en vient, ce qui est encore à l'étude, parce que vous le verrez, il y a des projets de loi qui sont encore à l'étude. Je tiens quand même à préciser, vous vous en doutez sûrement, mais euh, on ne prétend pas ici là, fournir une analyse exhaustive de tous les projets de loi, bien sûr, qui ont des impacts possibles sur l'environnement dans la dernière année et un peu plus. Euh, Parce qu'il y en a eu beaucoup des projets. Vous le verrez, il y a beaucoup de projets omnibus, donc qui changent beaucoup de lois en même temps. Mais ce qu'on veut faire, c'est quand même identifier des drapeaux rouges, à notre avis, des incohérences. On a aussi fait une analyse plus exhaustive de certains projets de loi. On va se concentrer plus là-dessus. Puis il y a d'autres acteurs qui se sont penchés sur d'autres projets. Donc, si vous avez des questions, on pourra aussi vous référer à d'autres acteurs qui ont peut-être suivi certains projets davantage que nous. Que vous en doutez, c'est pas possible, bien sûr, de les suivre toutes au même degré. Euh, Ça se peut aussi qu'il y ait certaines de vos questions qui demeurent sans réponse, dans le sens où, même pour nous,
L'ampleur de ce qui est proposé est telle que c'est même encore difficile de voir les conséquences exactes de tout ce qui est proposé, comment ça va se déployer. On a des idées, des hypothèses parfois, mais on n'a pas nécessairement toutes les réponses parce qu'il y a beaucoup de discrétion qui est prévue dans les projets de loi, vous verrez. Et donc, ça peut rendre aussi certaines de nos réponses incertaines, mais cela étant, ça fait aussi partie de notre rôle de s'y pencher. Donc, s'il y a des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses aujourd'hui, mais qui méritent qu'on creuse un petit peu plus la recherche juridique, ça va nous faire plaisir de le faire aussi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour terminer sur ce contexte-là qui nous a mené à ce webinaire aujourd'hui, vous l'aurez peut-être vu, mais l'accumulation de réformes, à notre avis, préoccupantes, tant au niveau provincial que fédéral, l'année dernière, et ça continue, a mené à une sortie publique. Certains d'entre vous ont participé le 8 décembre dernier où 14 organisations environnementales ont joint leur voix pour dénoncer un phénomène d'accélération, une tendance qui, à notre avis, vient vraiment fragiliser la protection de l'État de droit et la protection de l'environnement au Québec. Et là, malheureusement, en février, cette tempête législative se poursuit. Nous ne sommes pas les seuls à avoir alerté. Là, dans le cas de la sortie, on a même questionné si une démarche, une dérive autoritaire était en marche au Canada. On a bien pesé nos mots. Ce ne sont pas des mots qu'on utilise à la légère. Donc, c'est vous dire à quel point on estime que c'est sérieux. Il y a eu aussi au courant de l'automne d'autres acteurs, notamment le Barreau du Québec, qui a aussi alerté la population et les élus sur une menace et des risques d'effritement de l'État de droit au Québec. J'y reviendrai. Donc, c'est dans ce contexte qu'on débute ce tour d'horizon. Vous verrez donc à la prochaine diapositive les projets qu'on propose d'aborder avec vous aujourd'hui. Il y en a une série au Québec. Euh, et il y a un code couleur, donc en rouge, ce sont les projets de loi qui sont présentement à l'étude. Les autres ont déjà été adoptés et sont en vigueur soit en tout ou en partie, sauf celui pour le 97, donc la réforme sur le régime forestier qui, lui, comme beaucoup d'entre vous le savez, a été abandonné. Donc, c'est un aperçu des projets de loi dont on va discuter aujourd'hui. Donc, je laisse ma collègue Camille plonger avec vous directement avec le projet de loi 81. Oui, bonjour tout le monde. Merci Geneviève. Comme tu viens de le préciser, ce sera plutôt un survol là, des différents projets de loi parce qu'il y en aurait trop à dire. Mais on commence par un projet de loi qui est majeur, le projet de loi 81 qui a été déjà adopté il y a un an. Un projet de loi omnibus dans le sens qu'il modifie plusieurs lois et qui a beaucoup d'implications. Là, c'était son nom d'ailleurs qui modifie plusieurs dispositions en matière d'environnement. Donc, on commence par quelques avancées quand même intéressantes qui étaient présentées dans le projet de loi 81 parce qu'il y en a quand même certains éléments qui étaient attendus depuis longtemps ou qui promettent peut-être certaines avancées. Donc, d'abord, on prévoyait un peu plus d'autonomie pour les municipalités pour ce qui est de réglementer en environnement en modifiant, pour ceux qui connaissent les termes techniques, là, donc l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement qui limite les municipalités dans leur pouvoir de réglementer en environnement. Par contre, c'est une modification qui va entrer en vigueur seulement dans quelques années. Donc, à suivre. Ensuite, on vient créer des évaluations environnementales sectorielles ou régionales, quelque chose qui est attendu et demandé depuis longtemps, mais avec certaines lacunes. J'en reparle à la diapo suivante. Puis, des pouvoirs aussi accrus du ministère de l'Environnement principalement pour sanctionner des infractions à la loi, donc entre autres pour des amendes plus élevées dans certains cas, puis pour pouvoir refuser des autorisations à des entreprises qui auraient, par exemple, des antécédents judiciaires. Donc, quelques avancées qu'on tient à souligner. Et donc, ce projet de loi-là, on verra dans le bas de chacune des diapositives ou dans le haut, tout dépendant, là, mais en orange, on voit le stade d'avancement du projet. Donc, ce projet de loi-là, adopté il y a un an, mais avec plusieurs dispositions qui vont entrer en vigueur seulement à l'adoption d'un règlement ou quand le gouvernement va le décider. Bref, pas totalement entré en vigueur encore. Plusieurs enjeux qu'on a déjà soulignés dans nos mémoires, dans différentes interventions du CQDE là, sur le projet de loi 81. Notamment, quelque chose de préoccupant, c'est le pouvoir du gouvernement d'autoriser
lorsqu'un projet est présenté, d'autoriser des travaux préalables à la réalisation du projet, mais avant d'avoir d'évaluer le projet lui-même. Donc, finalement, de commencer le projet avant de l'avoir évalué et autorisé. Des pouvoirs discrétionnaires élargis au gouvernement pour autoriser les destructions de milieux humides et hydriques et d'habitats d'espèces menacées et vulnérables. On est venu notamment changer tout ce qui est des conditions pour la compensation, dans le fond, quand on vient atteindre un habitat ou un milieu humide, là, des pouvoirs d'exiger des mesures compensatoires au lieu d'interdire ou d'appliquer les normes habituelles. En ce qui concerne le mécanisme d'évaluation sectorielle et régionale, on disait tout à l'heure que c'était intéressant parce que ça nous permet d'évaluer les impacts cumulatifs, d'examiner des programmes, des projets qui touchent par exemple à plusieurs municipalités dans une même région ou qui vont concerner par exemple le secteur minier ou un secteur particulier. C'est intéressant. Par contre, le mécanisme qui a été introduit dans la loi va se déclencher seulement sur demande des promoteurs de projets et va permettre à la suite de l'évaluation d'exempter les projets qui découlent de ce projet, de ce plan régional ou sectoriel. Donc, potentiellement, des enjeux là, au niveau de l'évaluation de chaque projet individuellement par la suite. On mentionne aussi le projet de loi 93. Je vais y aller rapidement sur celui-là. Plusieurs le connaissent probablement. C'était déjà il y a un an aussi. Donc, Québec présentait un projet de loi pour s'octroyer des pouvoirs exceptionnels pour permettre donc le projet de Stablex d'agrandissement. Et c'est un projet de loi qui a été adopté en pleine nuit sous bâillon et qui permettait de contourner les règles qui sont normalement applicables autant pour la protection de la biodiversité, milieu humide, etc., que pour la participation citoyenne. On venait aussi imposer des décisions aux municipalités locales en suspendant plusieurs normes qui étaient habituellement applicables sur le territoire de la municipalité. Et finalement, l'effet aussi de ce projet de loi, ça a été d'autoriser la destruction d'un milieu naturel de haute valeur écologique. Ce projet de loi-là a été adopté, donc sous bâillon, et a eu effet immédiatement. On continue, là, on va vous lancer beaucoup d'informations quand même, là, mais le but, c'est de dégager des tendances. On vous en reparlera à la fin. Fait que je continue et au besoin, on aura aussi les questions-réponses. Donc, projet de loi 97, qui a quand même suscité de la controverse, là, donc une réforme du régime forestier qui a été déposée en avril 2025 et qui a été dénoncée là, par plusieurs acteurs du milieu, en fait par plusieurs milieux, et qui a finalement été retirée quelques mois plus tard à la demande de beaucoup d'acteurs importants. Le projet de loi créait, entre autres, c'était le concept principal, donc de diviser le territoire forestier public québécois en trois grands types de zones, dont les zones d'aménagement forestier prioritaire, où finalement la priorité allait à l'aménagement forestier, donc à la production, la récolte de bois. Et dans ces zones d'aménagement forestier, les activités de conservation étaient tout bonnement interdites, alors que dans les deux autres zones, qui étaient les zones mixtes, d'usage mixte, et les zones de conservation, on pouvait faire des activités forestières finalement. Donc, un certain double standard. Le projet de loi proposait aussi une centralisation de la prise de décision par le ministre et une centralisation de la planification par les entreprises. Donc, on revenait dans une certaine mesure au régime qui était en vigueur avant la commission Coulomb au début des années 2000. Il y a une des choses qui a été beaucoup dénoncée, c'est un manque de consultation, tant dans le nouveau régime qui était proposé que dans l'élaboration de ce projet de loi-là, notamment auprès des peuples autochtones qui ont beaucoup dénoncé ce projet de réforme. Il a donc été abandonné et on parle finalement de reproposer quelque chose d'autre prochainement. Mais vous allez voir, dans l'intervalle, il y a quand même des mécanismes qui sont proposés dans d'autres lois pour venir quand même amener des nouveautés en matière forestière.
En termes d'énergie, maintenant, projet de loi 69 au CQDE, on a moins analysé dans les détails. Là, je vous le dirai tout de suite, mais d'autres groupes ont suivi beaucoup plus de proches, là, finalement, l'adoption de ce projet de loi. C'est un projet de loi qui a été déposé en juin 2025 et qui proposait un peu de revoir quelle allait être notre approche au Québec de nos besoins énergétiques dans les prochaines années. Euh, En juin 2025, donc, présentation du projet de loi qui a été étudié, qui a été discuté dans les mois suivants. Ça a été suspendu pendant quelques mois. Puis en juin 2025, donc un an plus tard, donc, pardon, il avait été déposé en juin 2024, donc un an plus tard, en juin 2025, il a été adopté quelques jours après le dépôt de 52 amendements qui n'avaient pas été rendus accessibles au public. Donc, finalement, une adoption encore sous bâillon et après des modifications quand même importantes. Donc, ça, évidemment, ça a été critiqué, là, un certain manque de dialogue, mais voici là, quand même un peu le contenu du projet de loi. Qu'est-ce qu'on prévoit? Notamment l'élaboration d'un plan de gestion intégré des ressources énergétiques qui va venir prévoir euh, qui va devoir se réaliser en consultation des communautés autochtones et du public et sur obtention de l'avis de la Régie de l'énergie et l'approbation du gouvernement. Un des éléments qui doit être prévu dans le plan, c'est finalement des sources d'énergie qui sont utilisées en ce moment et sur lesquelles on va se baser dans l'avenir. Donc, un diagnostic de nos besoins énergétiques, des orientations, des objectifs et des cibles en matière d'énergie pour l'avenir. Donc, c'est un plan qui va être élaboré pour un horizon de 20 à 25 ans. Donc, vraiment une planification de qu'est-ce qu'on va faire avec notre énergie au Québec, quels sont nos besoins, quels sont les mécanismes de gouvernance. Euh, mais un élément, pardon, qui est intéressant, qui a réussi à être ajouté à la loi à la toute fin, c'est la mention de sobriété et efficacité énergétique. Donc, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques va devoir comporter des mesures, des objectifs pour atteindre, ou en tout cas en matière de sobriété et efficacité énergétique. Une autre chose qui a été décriée dans le projet de loi, c'est qu'on ouvrait la porte finalement aux ventes privées d'électricité entre entreprises, puis une possibilité d'approvisionnement de gré à gré par Hydro-Québec pour, entre autres, les projets d'énergie renouvelable plutôt que par appel d'offres. Je souligne là, actuellement, le projet de loi 69 a été adopté et est partiellement en vigueur, donc plusieurs des dispositions sont déjà en vigueur. Pour ce qui est du plan de gestion intégré des ressources énergétiques, c'est quand même le gros morceau parce qu'au final, c'est dans ce plan-là, qui ne fait pas partie de la loi, là, ça va être un futur document qu'on va venir prévoir finalement concrètement qu'est-ce qu'on fait pour l'énergie au Québec dans les prochaines années. Et ce plan est présentement en consultation. Il y avait une période de commentaires qui s'est terminée pour le public, qui s'est terminée la semaine dernière. Il y a aussi un avis de la Régie de l'énergie qui doit être obtenu, mais la Régie n'a pas encore accès au plan dans sa version complète, donc ne peut pas rendre son avis. Et on est là déjà à la fin février et d'ici le 1er avril, le gouvernement devrait normalement devrait obtenir le plan pour l'approuver. On se retrouve dans un entre-deux où on n'a pas le plan complet, on n'a pas l'avis de la Régie, mais normalement, la date prévue pour la présentation au gouvernement arrive à grands pas. À suivre, qu'est-ce qu'on va faire avec ces dates-là, cet entonnoir dans lequel on arrive. Je laisse Geneviève nous parler du projet de loi 1. Oui, alors, ben, vous en avez sûrement entendu parler. Ça nous semblait vraiment important quand même de le mettre, même si, vous le savez peut-être, pour certains, il n'y a pas de mention là, du droit à un environnement sain, par exemple, dans ce projet de constitution-là. Mais comme une constitution, c'est un exercice très important, fondamental dans une démocratie, que ça représente la loi des lois et donc que ça peut avoir préséance sur toute règle de droit qui serait jugée incompatible et que ça se veut être un exercice dans lequel, comme société, on vient se définir les valeurs qui sont importantes pour une société. Ça nous semblait très important de parler de ce projet de loi-là qui est fortement décrié
tant sur le fond que la forme. Donc, au niveau du processus comme tel, il y a vraiment, je pense, de très, très nombreux acteurs, en fait, plusieurs centaines d'acteurs qui ont décrié, y compris le CQDE, l'absence d'un processus, de légitimité du processus de consultation ou du processus de participation qui devrait normalement accompagner un tel exercice. Donc, où on n'a pas respecté même les recommandations du comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec, ni les bonnes pratiques recommandées notamment par les Nations unies. Donc, on trouvait important de mentionner cet aspect-là, y compris aussi, bien sûr, la forte critique et le rejet de ce projet-là par l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, mais aussi par de nombreux groupes de défense des droits, notamment la Ligue des droits et libertés, Amnesty International, les principaux syndicats, etc. Donc, il y a une forte mobilisation. D'un point de vue, on en parle parce que dans ce qui se dégage de la dernière année, il y a un enjeu au niveau, bien sûr, de la participation du public, y compris en droit de l'environnement. Donc, on va revenir sur certains de ces aspects-là. Ce projet de loi-là n'y fait pas exception, malheureusement. Puis en plus, il y a des éléments qui viennent aussi soulever des questionnements très importants sur l'effritement de l'état de droit et la capacité d'exercer, de critiquer, en fait, dans une société démocratique. Donc là, je fais notamment référence à un article, l'article 5 de la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec, qui viendrait limiter la capacité de plusieurs entités à venir contester la validité d'une loi si elle est déclarée, par exemple, comme protégeant la nation québécoise et qu'elle détient certaines caractéristiques qui seraient jugées fondamentales. Ça, c'est une disposition notamment que le Barreau du Québec a également critiquée. Et là, je ne vous parle pas de tous les enjeux au niveau de l'impact possible sur le respect des droits et libertés fondamentaux au Québec. Euh, on en parle parce que le processus est en cours en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler là, la semaine dernière d'un recul du gouvernement sur l'article 29 par rapport à l'avortement. Mais là, ce que de très nombreux groupes demandent, y compris le CQDE, c'est que ce projet de loi-là soit retiré. Et vous avez un code QR dans le haut à droite pour, si cela vous interpelle, pour vers une pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale. Il reste une journée pour la signer. Une constitution, c'est un exercice qui peut être porteur si c'est bien fait. Et donc, on espère vivement que ce projet de loi-là va être retiré et que si on veut s'embarquer dans une telle démarche, qu'on le fasse bien, de manière adéquate pour s'assurer vraiment qu'on a un véritable processus participatif élargi et qu'on respecte, bien sûr, dans ces dispositions, les droits et libertés fondamentaux. Donc, je m'arrête là pour celui-là. Et on revient donc à des projets de loi qui peuvent avoir un impact notamment dans la protection de l'environnement. Donc, le projet de loi 7 qui a été déposé en novembre 2025. Donc, il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient à l'automne. Et là, Québec dépose un projet de loi avec, donc, à première vue, quand même, un titre qui semble présenter des objectifs louables, c'est-à-dire de réduire la bureaucratie, accroître l'efficacité de l'État, renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Ce projet de loi-là est un autre projet de loi omnibus, donc on vient modifier 80 lois et plus de 30 règlements, et ça vient abolir ou fusionner des dizaines d'organismes publics. Si vous en avez entendu peut-être parler davantage dans les médias, c'est entre autres parce que c'est dans ce projet de loi-là qu'on venait que le gouvernement vient se donner le droit d'affecter les surplus du Fonds d'électrification et de changement climatique, qui est anciennement appelé le Fonds vert, pour pouvoir les transférer au Fonds des générations, donc au service de la dette, et au Fonds des réseaux du transport terrestre, qui peut financer le transport en commun, mais qui finance surtout des projets d'entretien routier. Euh, nous sommes nombreux à avoir soumis donc un mémoire, à avoir contribué à l'étude là, de ce projet de loi-là, même si de mémoire, il n'y avait aucun groupe dédié à la défense de l'environnement qui a été invité dans les consultations particulières pour l'étude de ce projet de loi-là. Nous, on estime que le projet de loi, il vient confier à l'exécutif le pouvoir finalement de redéfinir l'affectation d'un fonds qui est créé par la loi pour lutter contre les changements climatiques en venant lui permettre finalement de modifier substantiellement l'objet de la loi elle-même. Donc,
Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'acteurs qui ont parlé évidemment de détournement d'un fonds qui nécessairement, normalement, devrait être affecté à la transition ou à la lutte contre les changements climatiques. Ça a été dénoncé par de nombreux acteurs, y compris par le secteur privé, et je pense notamment au Conseil du patronat du Québec. Donc, il y a de nombreux acteurs qui ont critiqué cette décision-là. Euh, Ce qu'on vient faire aussi dans ce projet de loi Omnibus, c'est qu'on vient et c'est là où il y a une contradiction assez évidente avec l'un des objectifs de la loi qui est d'accroître l'imputabilité. Là, c'était de hauts fonctionnaires, mais l'imputabilité de manière générale. Et là, ce qu'on vient proposer, c'est de réduire les rapports du commissaire au développement durable, non seulement sur la gestion du fonds, mais aussi de manière plus générale sur le respect des principes de développement durable. On a une loi sur le développement durable au Québec. Et donc, on vient réduire la fréquence des rapports qui sont faits. Donc, on passe d'une base annuelle, qui était donc prévue à la loi, sur une base aux 5 ans. Donc, ça, pour nous, en matière de reddition de comptes, d'imputabilité, c'est inquiétant, encore plus parce que quand on combine cette disposition-là à ce qu'on retire par ailleurs dans le projet de loi 11, dont on va vous parler, finalement, c'est différentes dispositions qui viennent réduire euh, la vigilance donc d'organes importants comme les rapports là, de la commissaire au développement durable, quand on sait déjà que ces rapports-là nous pointent souvent vers des défaillances importantes dans la mise en œuvre de lois visant à protéger l'environnement au Québec, puis que normalement, c'est censé nous aiguiller avec des recommandations spécifiques sur comment mieux faire. Là, on vient dans une période de crise environnementale espacer les rapports aux 5 ans. Donc, à notre avis, c'était évidemment pas une disposition bienvenue et on n'est pas les seuls à l'avoir dit. Il y a aussi le vérificateur général qui a pu témoigner dans le cadre de l'étude de ce projet de loi-là et qui s'en inquiétait également. J'en parle parce qu'il y a aussi beaucoup d'organisations, je pense, qui participent, qui sont des organisations communautaires. Un des aspects préoccupants de ce projet de loi-là aussi, c'est la proposition de fusionner le Fonds d'aide à l'action communautaire autonome avec le Fonds québécois d'initiative sociale. Ça peut paraître une technicalité. Là, je vous référerais notamment à des groupes comme le Regroupement des organismes en défense collective des droits au Québec, le RODCD notamment, euh, qui craint que ça peut venir affecter l'indépendance, en fait, des fonds qui sont octroyés aux organismes communautaires. Ça peut affecter l'autonomie politique, donc l'autonomie d'action des organismes communautaires, qui est une des particularités et des éléments dont on devrait être fier au Québec, c'est-à-dire le soutien à l'action politique communautaire, à l'action communautaire. Donc, ça, c'est un des aspects où il y a eu une forte mobilisation du milieu communautaire. En plus, on propose aussi l'abolition, comme on le disait, la fusion de dizaines d'organismes publics, notamment le démantèlement là, de l'Institut national de sécurité publique, qui serait comme dispersé en 3 autres organismes. Et ça, en lien avec cette proposition de fusion-là avec l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, il y a eu des centaines d'experts en santé qui sont aussi sortis. Experts en santé, mais aussi en productivité puis en prospérité, qui viennent finalement nous alerter sur le fait que c'est pas parce qu'on passe de 2 à 1 PDG ou qu'on fusionne des organismes qu'on va nécessairement faire des économies. Donc, l'approche elle-même a aussi été critiquée en lien avec le projet de loi 7 qui est présentement à l'étude, si je m'abuse, effectivement, même aujourd'hui. Ça continue, c'était la semaine passée, ça continue cette semaine. OK, on reprend avec le projet de loi 11 qui est aussi présentement à l'étude. Donc, je vais prendre un petit peu plus de temps pour le présenter. Projet de loi 11, encore une loi omnibus. Son nom, c'est Loi modifiant diverses dispositions, principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif. Donc, une loi un peu comme le projet de loi 7 où, en lisant son titre, c'est difficile de saisir un peu qu'est-ce qu'on va vraiment modifier. Juste dans le titre, on voit quand même qu'on amalgame les règlements et les modalités administratives, les formalités administratives. Donc, l'objectif annoncé, c'est d'alléger ce fardeau des règlements et des formalités administratives, principalement pour les entreprises. Ce projet de loi modifie plus de 60 lois, plus de 10 règlements, donc encore plusieurs modifications différentes. Une des principales
Un des principaux mécanismes que la loi prévoit, c'est une obligation du ministre de l'Économie de préparer une politique qui va devoir exiger à plusieurs ministères de retirer des formalités administratives. Donc, un plan d'action, si on veut, là, pour retirer les étapes, les formalités administratives que les entreprises ont à traverser pour différents aspects là, dans des projets qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement. Un pouvoir qui a été ajouté. Ah, bon, il y a celui-là, je regarde pour après. Un des pouvoirs qui a été ajouté, qui est proposé dans ce projet de loi, c'est un pouvoir du gouvernement de modifier tout règlement afin d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises. En lisant cet article de loi-là, on s'est quand même inquiété au départ, mais il faut quand même préciser que c'est un pouvoir de modifier les règlements qui est déjà détenu par différents ministères ou organismes publics. Et là, le gouvernement se donnerait le pouvoir d'initier ces changements de règlement à la place des ministères, mais en obtenant l'avis favorable d'abord de ces ministères-là. Donc, à voir qu'est-ce qui serait proposé avec ce pouvoir-là. Un des éléments proposés dans le projet de loi 11 qui nous paraît plutôt très préoccupant, c'est le mécanisme de projet pilote dans les forêts publiques. Euh, je vais vous lire là, carrément certains passages de l'article parce que c'est un pouvoir assez large là, et très discrétionnaire. C'est l'article 254.1 qui est prévu d'ajouter dans le projet de loi et qui permettrait au gouvernement d'autoriser le ministre des Forêts à mettre en œuvre un projet pilote relatif à toute matière visée par la loi sur l'aménagement des forêts dans le but d'étudier, d'améliorer, de définir des normes applicables dans ces matières. Puis, finalement, ce qu'on veut dire là, c'est que dans une portion des forêts publiques, on pourrait établir un projet pilote où on a des normes applicables qui sont différentes des normes habituelles, des obligations habituelles. Et on ne met pas de seuil minimum, on ne met pas de balise à c'est quoi ces normes différentes là qui pourraient être prévues dans les projets pilotes. Projet pilote qui pourrait durer maximum 5 ans et qui pourrait être renouvelé pour, en fait, prolongé de 2 ans supplémentaires par le ministre. Donc, assez préoccupant de prévoir un pouvoir, un mécanisme aussi large, alors même qu'on vient de retirer là, le projet de loi 97 qui prévoyait la réforme en matière de forêt. Un autre élément qui nous paraît assez inquiétant, c'est un retrait de plusieurs obligations de reddition de comptes. Là. On parle d'abolir 55 rapports gouvernementaux, dont celui sur la mise en œuvre de la loi sur la qualité de l'environnement. Et ça, c'est dommage, notamment parce que le premier bilan sur la mise en œuvre de la loi sur la qualité de l'environnement était prévu pour mars 2027. Donc, dans pas si longtemps. Dans le fond, ça donnait 10 ans depuis l'adoption d'une réforme de la LQE en 2017. Et finalement, on viendrait abolir cette obligation de produire un rapport. On vient aussi réduire la reddition de comptes sur les pertes et les compensations de milieux humides et hydriques en modifiant la loi sur l'eau. Et on vient aussi affaiblir le rôle de la régie de l'énergie, entre autres en lui retirant la responsabilité d'autoriser ou non des projets de stockage ou de transport de gaz naturel ou de pétrole sur le territoire québécois. Je laisse Geneviève aborder le décret sur la réduction des gaz à effet de serre. Oui, alors, si on trouvait important d'en parler, c'est un décret qui a été adopté officiellement. Vous l'avez peut-être vu passer dans les médias plus tôt que ça, mais le décret a officiellement été adopté il y a une quinzaine de jours, le 11 février, où là, on vient finalement officialiser la décision de Québec de reculer finalement sur la cible qui était prévue. Donc, on recule de 5 ans la cible qui était inscrite à la loi sur la qualité de l'environnement. Malgré un certain consensus qui s'est dégagé là, des différents intervenants, y compris du secteur privé, devant la commission parlementaire. En fait, ça fait suite en 2020,
le Québec s'est doté d'une loi sur la gouvernance climatique. Le CQD et beaucoup d'autres de nos partenaires ont été très actifs dans la réflexion. C'est vraiment important d'avoir un cadre de gouvernance climatique solide avec différents, disons, éléments là, que j'appelle souvent une recette là, dans une bonne gouvernance climatique. Et déjà, notre loi est largement insuffisante. Donc, on n'a pas une véritable loi climat au Québec déjà, mais l'inscription d'une cible, c'est important. Et là, on vient malheureusement à la première occasion de réviser cette cible parce qu'il fallait le faire après 5 ans. Finalement, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il recule. Il recule dans un contexte où les acteurs de la société ne semblent pas lui demander de reculer, y compris le secteur privé. Il recule contre l'avis du comité consultatif sur les changements climatiques. Et ça, c'est un comité qui a été créé avec la loi sur la gouvernance climatique. Et donc, on ignore l'avis qui est très clair, fondé sur la science de ce comité consultatif-là. Et ce recul s'inscrit aussi dans un contexte où on a des opinions de tribunaux internationaux, notamment la Cour internationale de justice, mais la Cour interaméricaine aussi des droits de l'homme, donc un tribunal régional et un tribunal international, qui se sont tous deux penchés à l'été dernier avec des opinions qu'elles ont publiées, que les tribunaux ont publiées, sur les obligations des États face à la crise climatique. Et là, on vient quand même encore une fois réaffirmer que, en vertu de l'accord de Paris, notamment, l'action climatique étatique, y compris les cibles de réduction des gaz des GES, doivent être ambitieuses et représenter une progression dans le temps. Donc, on rappelle encore cette importance d'avancer, de progresser. Et là, malheureusement, c'est l'inverse, en fait, que Québec est venu faire avec ce décret-là. Donc, je passe pas plus de temps là-dessus parce que je vois le temps qui file, mais c'est important pour nous de le mentionner, là, ce recul qui s'est officialisé récemment avec l'adoption du décret. Donc, je passe maintenant à un projet de loi vraiment important et très préoccupant qui est présentement à l'étude, là, au moment où on se parle, alors que le webinaire commençait, l'étude détaillée recommençait aujourd'hui, pourrait peut-être même se terminer aujourd'hui tellement c'est rapide. Donc, qu'est-ce que c'est le projet de loi 5? L'approche, là, c'est la même que celle qui a été adoptée par le fédéral. On va en parler juste après. Même qui a été adoptée par l'Ontario et la Colombie-Britannique, on veut accélérer la réalisation de méga projets. Donc là, en décembre, Québec a déposé un projet de loi qui reprend cette logique-là et qui est très problématique à plusieurs égards. D'abord, euh, on vient donc donner des pouvoirs exceptionnels centralisés au gouvernement. Donc, ce que ça vient faire, c'est qu'il y a un enjeu déjà sur le, le processus pour désigner de quel projet on parle, quels pourraient être les projets là, qui pourraient être désignés. Dans le projet de loi, il n'y a pas de définition claire. On parle de projets qui seraient prioritaires et d'envergure nationale. On parle donc ça fait référence à des projets stratégiques de grande ampleur. Si le gouvernement considère que leur réalisation rapide est d'intérêt collectif et que leur mise en œuvre réussie est plausible. Donc, ça, c'est les termes qui sont utilisés dans le projet de loi-là. Euh, à l'article 4 de ce projet de loi-là, il n'y a pas de définition claire. Il y a des éléments qui disent, ah, le gouvernement pourrait prendre en considération des intérêts des communautés locales et autochtones, notamment, et pourrait prendre en considération le fait que le projet contribuerait à l'atteinte de cibles gouvernementales relatives aux objectifs de la transition énergétique. Donc, je le mentionne quand même parce que ces éléments-là sont là à l'article 4, mais ce sont des facteurs optionnels. Le peut en droit, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de considérer. C'est pas doit considérer, c'est peut considérer. Donc, ce facteur-là ou n'importe quel autre facteur, c'est très vague et selon nous, ce n'est pas suffisamment ancré dans les obligations du Québec et non plus dans la science des changements climatiques, mais celle aussi qui documente la perte de la biodiversité. Donc ça, c'est un des gros enjeux avec de quoi on parle. Qu'est-ce qui pourrait être désigné comme un projet d'envergure nationale? D'autant plus qu'en droit, c'est pas non plus clair au niveau de la jurisprudence, qu'est-ce que c'est l'intérêt collectif. Donc, on peut avoir, comme vous vous en doutez, des interprétations différentes, par exemple, du point de vue du CQDE versus d'autres intervenants ou même du gouvernement, du point de vue du gouvernement. Ensuite, il y a le processus d'autorisation. Donc, des enjeux avec
une fois que le projet est désigné, la manière dont il va être autorisé. Là, on est dans la même logique qu'au fédéral, c'est-à-dire qu'on vise à centraliser les choses. Donc, une place, une autorisation pour que ça aille plus vite. C'est ça l'objectif. Et là, le gouvernement provincial vient se donner le pouvoir d'écarter la quasi-totalité des normes applicables et les règlements municipaux. J'y reviendrai. Très explicitement, il y a 32 lois qui sont listées dans l'annexe 1 de ce projet de loi-là, qui fait référence c'est l'article 23 qui fait référence à l'annexe 1, qui peuvent être remplacées là, par l'autorisation du gouvernement. On précise certaines dispositions pour ces lois-là. Mais ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il y a l'article 22, juste avant, qui prévoit que le gouvernement peut modifier cette annexe-là et y ajouter toute loi ou l'une de ses dispositions. Donc, c'est, à notre avis, un aspect très problématique et absolument pas justifié. Si l'objectif, tel que stipulé dans le projet de loi, c'est d'accroître la résilience du Québec, y compris sa résilience économique, à notre avis, là, on passe à côté de la cible, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune justification pour exempter des normes qui ont une raison d'être, notamment de protéger la santé publique et l'environnement. Donc, c'est ce qu'on est allé dire en commission parlementaire, en plus de s'inquiéter de l'affaiblissement de la participation du public dans ce processus-là. Donc, ce qui est prévu dans la loi, c'est que le processus d'évaluation d'examen des impacts en environnement, qui comprend notamment un bureau d'audience publique en environnement, donc un BAP, pour des méga-projets, normalement, il y a un BAP, on nous dit que ça va être quand même euh, ça va respecter cette procédure-là, mais il y a plusieurs dispositions qui viennent amoindrir la portée du rôle de ces instances publiques-là, puis miner leur crédibilité. Un de ceux-là est lié à la logique même de ce projet de loi-là, c'est que qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient désigner un projet? Après ça, dans le projet de loi, ce qu'on fait, c'est qu'on vient limiter, par exemple, le rôle du BAP à fournir des recommandations, des conditions, des limitations pour le projet, mais ça rend plus difficile, voire impossible, de questionner la pertinence du projet qui est choisi. Est-ce que c'est un bon projet? Comme société, est-ce que c'est un projet qui nous amène dans la bonne direction? Les études d'impact, les processus d'évaluation d'examen d'impact, c'est fondamental pour qu'on regarde bien l'ensemble des impacts sociaux, économiques, environnementaux qu'un projet peut avoir. Là, ici, on vient, comme ma collègue le disait pour le projet de loi 81, on vient aussi permettre, par exemple, d'initier des travaux préalables qui pourraient être irréversibles. Ça, c'est pas limité. Donc, on vient permettre d'autoriser des travaux préalables, on vient désigner des projets, donc on les choisit. Puis après ça, on étudie leur impact. Donc, c'est certain que du point de vue de la population, ça peut venir miner la crédibilité, à notre avis, de ces processus-là parce que ben, ça rend difficile de questionner la pertinence même du projet ou de regarder des solutions de rechange. Est-ce qu'il y aurait une alternative? Est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment? Donc ça, c'est un des aspects importants là, qu'on a soulevé en commission parlementaire. Euh, un autre aspect qui nous apparaît super important, c'est que on vient vraiment atteindre l'autonomie municipale dans ce projet de loi-là. Donc, on vient se donner la possibilité d'écarter toute réglementation qui ferait obstacle, je le mets entre guillemets, c'est ça le mot qui est utilisé dans le projet de loi, qui ferait obstacle donc au projet si la municipalité ne l'a pas changé. Donc, déjà, par exemple le gouvernement pourrait l'imposer. Donc ça, d'un point de vue démocratique, ça nous semble extrêmement préoccupant et aussi incohérent avec ce que le gouvernement a fait il y a à peu près un an avec le projet de loi 81 en venant reconnaître l'importance de l'autonomie municipale, du principe de subsidiarité. Donc, ça nous apparaît en contradiction avec ça et aussi, bien sûr, hautement préoccupant d'un point de vue de participation du public, de respect de la démocratie locale et d'acceptabilité sociale. On vous a mis juste après des liens vers une lettre ouverte qu'on a publiée avec des organismes environnementaux qui viennent vulgariser là, les enjeux que pose ce projet de loi-là, y compris d'un point de vue d'acceptabilité sociale, puis aussi ben, en rappelant que, à notre avis, il n'y a pas de justification aucune, à notre avis, pour des articles comme l'article 22 et 23 qui viennent permettre d'écarter là, des pans entiers de normes, notamment en environnement ou en santé publique, si l'objectif, c'est vraiment d'alléger, de faire lever des projets plus rapidement, des projets qui pourraient s'inscrire dans la transition. À notre avis, ce projet de loi-là ne répond pas à cet objectif-là. Au contraire, ça peut risquer de venir
nuire à la protection du public, nuire à la prévisibilité du droit. Là, il y a certaines normes, certaines entreprises bénéficieraient d'un processus d'exemption et toutes les autres doivent se conformer au régime applicable, notamment. Donc, il y a un enjeu de prévisibilité et d'équité aussi du droit à ce niveau-là. Mais de manière générale, comme je l'ai dit, donc il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes par rapport aux impacts que ces projets de loi-là peuvent avoir et au fait d'aller trop vite. On a bien sûr des exemples récents en tête qui nous montrent que quand on va trop vite, ça peut nous coûter cher sur tous les plans. Il y a eu plein d'efforts qui ont été faits, puis je pense que nombreux d'entre vous ont participé à ces exercices-là dans les dernières années pour vraiment mieux regarder comment on peut faire un meilleur aménagement du territoire avec toutes les problématiques qu'on connaît d'étalement urbain, de diminution de perte des milieux humides et hydriques, etc., d'espèces vulnérables et menacées. Et donc, on n'est pas les seuls acteurs là, à s'être vraiment inquiétés de la manière dont ce projet de loi-là peut venir affecter les principes fondamentaux d'aménagement du territoire, les nouvelles orientations donc, dont on s'est doté au Québec, l'affectation des ressources collectives, l'acceptabilité sociale. Donc, je pense notamment à l'Union des producteurs agricoles, à l'Ordre des urbanistes du Québec, à l'Association des biologistes du Québec. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont exprimés et qui ont exprimé des préoccupations par rapport à ce projet de loi-là. Les consultations, pardon, particulières ont été très courtes. 2 jours. Il y a eu des demandes pour qu'il y ait davantage de groupes, notamment dédiés à la protection de l'environnement, qui soient invités. Seul le CQDE a été invité. Il y a eu des motions qui ont été présentées pour qu'il y ait d'autres groupes en environnement qui soient invités, notamment Nature Québec et Équiterre. Nature Québec, la motion a été refusée la semaine dernière et tandis qu'on commençait le webinaire tout à l'heure, la motion pour qu'Équiterre soit entendue a aussi été rejetée. Donc, d'un point de vue aussi démocratique et au regard de l'impact potentiel de ce projet de loi-là pour des décennies, parce qu'on parle quand même de méga projets d'envergure qui se chiffreraient dans les milliards de dollars, ça nous apparaît vraiment important qu'il y ait ce pas de recul-là, qu'on prenne le temps de vraiment questionner de nombreuses dispositions qui sont dans ce projet de loi-là. Vous pouvez transmettre vos commentaires à l'Assemblée nationale. On a un modèle de réponse. On a mis le lien qui est là. Vous pouvez l'adapter, bien entendu, sans parler de contacter vos députés. Si cet enjeu-là vous interpelle, l'étude détaillée se poursuit cet après-midi. Donc, ça nous paraissait important de le porter à votre attention. J'enchaîne avec le projet de loi, il nous en reste deux, sauf erreur de ma part. J'enchaîne avec le projet de loi 5. Donc, c'est la même au projet de loi 5 au Québec. C5, vous en avez sûrement entendu parler. Ça a été adopté en juin. Ça a été adopté de manière accélérée à la fin juin. C'est pour des projets, on utilise des mots différents, mais on parle de projets ici d'intérêt national. Et là aussi, on vient conférer d'immenses pouvoirs entre les mains de l'exécutif qui, à notre avis, ça pose des questions, des préoccupations importantes au niveau démocratie et protection de l'environnement. Euh, Ici, ce que je peux bon, dire en plus que l'étude est allée très rapidement, on vient se donner aussi la possibilité d'écarter donc l'application de lois environnementales. Il y a eu certains amendements qui ont été inclus pour qu'on ajoute certaines lois comme pour prévenir les conflits d'intérêts, par exemple, mais des propositions visant à, par exemple, s'assurer qu'on respectent la loi sur les espèces en péril ou n'ont pas été acceptés là, dans les amendements. Donc, c'est un projet de loi qui permet donc d'écarter des lois environnementales selon notre lecture tant fédérale que provinciale. Donc, c'est ce qui nous a mené à vraiment estimer que ça pose aussi une menace potentielle pour l'exercice des compétences provinciales, que c'est bien sûr une atteinte à la participation du public et à notre avis aussi une menace pour le respect des droits des peuples autochtones. Euh, c'est pas suffisamment balisé. Ça veut dire concrètement qu'on pourrait se retrouver avec une pipeline, une centrale nucléaire, une mine de lithium qui soit, par exemple, réalisée en zone agricole ou près d'un centre urbain, qui puisse être approuvée en contournant des lois environnementales et sans les contrôles démocratiques de base qui sont censés nous prémunir, pardon, contre des dérives possibles. Donc, il n'y a pas non plus, on se donne des gros, gros pouvoirs, on vient les concentrer dans les mains de l'exécutif, mais en plus, on n'a pas de mécanisme d'imputabilité là, correspondant à ces énormes pouvoirs-là qui sont dans la loi. C'est insuffisant.
ce qui est proposé à notre avis au niveau de la reddition de comptes. Donc, c'est ce qui a mené des Premières Nations en Ontario à contester la constitutionnalité de la loi devant les tribunaux ontariens. Et c'est aussi ce qui a mené le CQDE à entamer un recours. Donc, on conteste, nous aussi, la validité de la loi C5. Vous pouvez voir, on a inséré aussi là tous les liens vers notre procédure est disponible aussi en ligne si vous voulez voir les points importants, là, les points principaux qu'on soulève dans notre procédure. Pour nous, la contestation judiciaire vient justement, on a estimé qu'elle était importante de par l'empiètement sur les compétences provinciales, de par la concentration de pouvoir, la difficulté ensuite pour les tribunaux de venir exercer leur rôle nécessaire de contrôle des décisions de l'exécutif. Donc, la procédure est en cours. Si vous avez vous aurez les liens aussi si c'est une démarche qui vous intéresse. Euh, on remet en cause donc le comment, la manière dont on vient mettre en œuvre les objectifs de la loi avec des pouvoirs qui ne sont pas suffisamment balisés à notre avis. Je termine avec le projet de loi C15, qui est un autre projet de loi problématique. Et je ne vous cache pas que quand on a pris connaissance de ces dispositions-là, on a dû comme les relire plusieurs fois parce qu'on n'y croyait pas vraiment. Là, ça nous est arrivé quelques fois dans la dernière année de se dire, mais ça se peut pas, on a mal compris. Ça, c'est un autre exemple. On a un projet de loi, vous avez sûrement entendu parler, on a beaucoup parlé du budget fédéral, là, qui était aussi un test de confiance pour le gouvernement fédéral. Donc, dans le budget fédéral, on parle d'un budget, d'un document français-anglais, là, parce qu'il y a toujours la traduction, qui fait 600 pages. Puis au milieu de ce projet de loi-là, donc pas mal à la page 300, on vient euh, prévoir, on vient prévoir la modification d'une loi qui s'appelle la loi sur la réduction de la paperasse. Et là, on vient se doter, prévoir qu'un ou une ministre, selon les modalités qu'elle ou il juge appropriées, pourrait, par arrêté, euh, soustraire toute entité de l'application de toute loi fédérale, sauf le code criminel, si on estime que ça vient stimuler l'innovation, la compétitivité ou la croissance économique. Donc, vous avez bien entendu, on utilise un véhicule qui est la loi sur la réduction de la paperasse, donc qui se voulait à l'origine une loi pour alléger le fardeau administratif des entreprises. Donc, on vient utiliser ce véhicule-là pour permettre, pour une durée de 3 ans, mais qui peut aller jusqu'à 6 ans, d'exempter toute personne, tout organisme, ça peut être un organisme fédéral, ça peut être une personne physique, ça peut être une société de personnes, ça peut être donc des entités provinciales aussi, du respect de n'importe quelle loi fédérale, sauf le code criminel. La justification derrière le secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement fédéral s'appuie sur la notion de bac à sable réglementaire et vient, à notre avis, la dénaturer complètement. Un bac à sable réglementaire, c'est quelque chose qui peut utiliser, mais on vient finalement créer un environnement où on vient expérimenter dans un environnement contrôlé et délimité et temporaire certaines dérogations des réglementaires pour tester, par exemple, certains produits ou certaines technologies d'innovation. C'est comme, par exemple, si on reconnaît que le cadre législatif réglementaire n'a peut-être pas évolué assez vite, puis là, il y a une technologie prometteuse, puis ça ne marche pas avec le cadre réglementaire. Donc, on vient tester certains produits. Ça se fait très peu. Ça se fait, par exemple, dans le code de technologie financière. Ça ne se fait pas beaucoup au Canada ni ailleurs dans le monde. Il y a certains exemples, mais c'est normalement très ciblé et temporaire. Puis ça vise aussi après à adapter la réglementation. Donc, ça ne veut pas dire qu'on suspend toujours pour ce nouveau secteur ou cette nouvelle technologie, mais on vient se dire, on va le tester, puis on va voir qu'est-ce qu'il faut qu'il soit adapté après au niveau de la réglementation. Là, ici, à notre avis, ce que le projet de loi propose est fondamentalement différent d'un bac à sable réglementaire. Et j'ai même utilisé l'image d'un désert. Là, ce n'est pas un bac à sable, c'est un désert qu'on vient créer en ouvrant la porte si large à autant d'exemptions. Déjà, ce n'est pas limité à l'innovation. Vous l'aurez vu, ça peut aussi stimuler la compétitivité, la croissance économique, ce qui est un objectif extrêmement vague et qui peut couvrir toute activité économique. Puis ensuite, bien sûr, ben, ça vient permettre de suspendre tout sauf le code criminel. Là, il y a eu des amendements lundi, donc il y a 2 jours. Donc, on vient quand même
par une députée conservatrice et certains de ces amendements auraient été acceptés. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, bien que largement insuffisant. On vient empêcher de suspendre certaines lois, comme la loi sur l'accès à l'information ou sur les conflits d'intérêts. Puis, on vient aussi limiter les exemptions au secteur des technologies financières et des écotechnologies, sans fournir de définition de ce qu'est une écotechnologie. Donc, de manière générale, ça reste problématique à notre avis. Il faut avoir une logique opposée, c'est-à-dire venir justifier devant le Parlement à chaque fois pourquoi on devrait avoir une exemption et pour quelle technologie, quel secteur. Donc, on demande avec de nombreux autres groupes le retrait de la section 5. Vous pouvez aussi le demander. Il y a une action à la prochaine diapositive que vous pouvez faire sur le site du CQDE pour aussi vous exprimer en lien avec le projet de loi C15. On a tenté de faire très vite. Je vois que le temps passe vite. On le savait que ça allait être un gros défi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, comme vous l'avez dit. Je vais dégager 5, 6 tendances rapidement. Ceux qui peuvent rester, bien sûr, on va prendre des questions avec plaisir. Puis sinon, on va les noter pour revenir vers vous. Le PowerPoint et l'enregistrement vont vous être partagés. Vous voyez, le rythme est très soutenu, pas seulement en matière de droit de l'environnement, ça pose un enjeu déjà, le rythme. Vous vous en doutez, c'est difficile à suivre. On vient documenter des changements significatifs à notre avis et on le fait souvent, on l'a fait à différentes reprises avec la pratique de l'omnibus. Donc, l'omnibus, c'est une pratique, oui, qui est quand même courante, mais qui est un obstacle pour comprendre de manière plus éclairée ce qui se passe, mais aussi ça vient limiter la possibilité pour les parlementaires de réviser les dispositions qui sont proposées, là, les changements qui sont proposés. On est à fond, à notre avis, embarqué dans le train de la déréglementation. On suit à ce niveau-là les États-Unis et l'Europe. On vient malheureusement on vient de nouveau opposer économie et environnement, qui est un faux débat, un débat nuisible à notre avis, et qui fait fi des chiffres aussi qui nous démontrent l'urgence d'agir avec cohérence. On vient aussi jeter la faute sur les normes sans vraiment regarder qu'est-ce qui réellement fait en sorte que la réalisation de projets peut bloquer au niveau d'un manque de coordination institutionnelle, de ressources, au niveau de la préparation par les promoteurs des études d'impact, etc. Il y a un manque de cohérence, on en a parlé, et on vient concentrer beaucoup de pouvoir, ce qui, d'un point de vue de l'État de droit, nous préoccupe hautement. Et on fait fi, bien sûr, dans de nombreuses décisions de la science et des décisions de tribunaux, notamment internationaux, avec des reculs importants possiblement pour la protection de la santé publique et de l'environnement. Vous avez un outil de veille législative. On a initié ça avec l'Institut du Nouveau Monde. Si ça vous intéresse, à chaque mois environ, on envoie une veille législative et réglementaire de projets de loi et règlements qui peuvent avoir un impact sur les droits environnementaux et démocratiques. Donc, vous l'avez là aussi. On a une banque d'informations juridiques vulgarisée en ligne qui s'appelle Obiter. Il y a peut-être des réponses à vos questions qui seraient là. Sinon, on a une ligne verte. Vous pourrez poser vos questions là aussi. Puis si on peut y répondre, ça va nous faire plaisir d'y répondre, en plus de notre infolette, bien sûr, pour suivre notre actualité. Donc, un énorme merci pour votre participation. Je regarde les questions. Il y a certaines personnes qui ont posé des questions sur le soutien à une démarche récente là, devant les tribunaux de peuples autochtones au Québec qui veulent faire respecter leurs droits ancestraux. On n'a pas pris connaissance de la procédure judiciaire comme telle, mais c'est certain qu'à notre avis, c'est fondamental de s'assurer du respect des droits ancestraux des peuples autochtones au Québec, au Canada. Il n'y aura pas de véritable réconciliation ni de résilience dans notre société si on ne va pas dans cette direction-là. Et c'est aussi une de nos souhaits en représentation de la Première Nation Michikanibica-Kinik qui conteste la loi sur les mines, notamment au regard de leur droit d'être consultés. Donc, j'espère que ça répond à cette question-là. Il y a une question très intéressante d'une personne qui se questionne sur justement euh, qu'est-ce qui reste de l'état de droit quand on adopte des projets de loi comme ça. Puis je trouve important de finir là-dessus. Je sais que c'est pas un tour d'horizon réjouissant. Euh,
Ça nous semblait important parce que c'est notre rôle aussi d'informer que la population, qu'on soit informé de ce qui se passe. Mais ça montre aussi l'importance, à notre avis, d'aller utiliser aussi tous les moyens à notre disposition comme acteurs de la société civile préoccupés par la protection de l'environnement pour justement exiger qu'on respecte l'état de droit, exiger qu'on ait des lois qui s'assurent de la participation du public dans ces processus-là. Donc, on l'a vu avec certains exemples, la mobilisation sociale, la mobilisation citoyenne, la mobilisation de différents acteurs, c'est fondamental et je pense que là, on doit avoir un niveau de vigilance encore plus accru et travailler ensemble à se mobiliser collectivement là, de manière encore plus déterminante. Je pense que ça va être important. Puis il y a des élections au Québec, bien sûr, qui s'en viennent. Donc, ce sont des sujets qui vous préoccupent. Je pense que c'est vraiment très important que le message soit clair que c'est pas parce qu'il y a un gouvernement américain qui a changé que l'environnement et les crises environnementales n'existent plus, qu'on peut se permettre d'aller dans cette direction-là. Donc, je pense que là, on a une opportunité aussi pour le réaffirmer haut et fort. Euh, pour une question concernant en quoi la loi sur les projets d'intérêt national au niveau fédéral, donc le C5, vient représenter une menace potentielle aux compétences provinciales, je vous invite à consulter, si vous voulez, là, notre procédure. Si je ne me trompe pas, elle est aussi en ligne. Euh, à notre avis, c'est qu'en fait, ça vient toucher, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on est devant les tribunaux là, à cet égard-là, mais on l'a aussi dit déjà là, devant le public dans des communiqués, c'est dans la manière dont est rédigé et ce que ça ouvre comme possibilité là, au niveau du projet de loi qui peuvent venir affecter l'exercice de compétences provinciales, notamment dans des domaines qui relèvent de compétences provinciales comme l'extraction là, de certaines ressources. Oui, Geneviève, si je peux juste compléter qu'on pourra, notre procédure introductive, là, le pourvoi qui a été déposé est disponible publiquement. Fait que vous pourrez regarder, c'est les paragraphes 6 et suivants où on explique les arguments d'atteinte aux compétences provinciales. Puis c'est ça, là, on vient cibler justement quels mots, quels termes sont problématiques, entre autres prospérité, sécurité économique, défense, autonomie, certitude réglementaire. On va super large dans la formulation des objectifs et des pouvoirs du gouvernement en vertu de ces cinq. Alors, Camille, je te laisse regarder peut-être celle précédente, l'avant-dernière qu'on a dans notre... Et je vais répondre à la dernière en attendant. Euh, ou Je aussi répondre. Je Ouais. suis pas sûre de quelle tu parles par Oui, avant-dernière, mais oui, ça, je vois entre autres une question sur la loi sur les mines. fait. Quelqu'un dit la loi prévoit, si ma mémoire est bonne, cette loi prévoit que toute nouvelle implantation d'une mine dans un territoire donné donne automatiquement un BAP et une consultation publique. En effet, c'est le projet de loi 81 là, dont on a parlé en début de présentation qui est venu modifier ça, qui était, on ne l'a pas souligné dans la présentation, mais qui était une modification positive là, de prévoir que tous les nouveaux projets miniers euh, et la majorité des projets d'agrandissement allaient être soumis à un BAP, finalement, donc à la procédure d'évaluation d'impact, alors qu'avant, il y avait des seuils là, d'une production de tant de tonnes par jour ou par année, des seuils techniques comme ça qui faisaient que parfois, certains projets pouvaient échapper ou étaient présentés de manière à échapper au BAP. Donc ça a été modifié pour que tous les nouveaux projets miniers passent par le BAP. Mais finalement, on vient prévoir avec les évaluations sectorielles et régionales que s'il y a une évaluation sectorielle ou régionale et qu'il y a des projets miniers qui en découlent par la suite, ben là, ils pourraient échapper au BAP finalement. Puis on a le projet de loi 5 qui pourrait permettre à des projets de loi, à des projets miniers, pardon, d'être désignés comme d'intérêt national et finalement d'avoir une procédure modifiée là, qui devrait passer devant le BAP en principe tout de même, mais qui pourrait avoir des allègements ou des modulations finalement des normes. Donc, c'est un peu pour ça que Geneviève parlait de contradiction ou de manque de cohérence. On vient faire quelque chose d'une main, on vient promettre, ou en tout cas, on prévoit des avancées, des choses qui étaient attendues, mais finalement, de l'autre main, on vient les menacer, les fragiliser. Fait que tout à fait, c'était bien de le souligner. Je vois aussi, est-ce que les lois que vous venez de présenter annulent les dispositions de consultation et d'élaboration d'un BAP
Non, en fait, les dispositions concernant le BAP sont prévues dans la loi sur la qualité de l'environnement. Puis, ces articles ont été modifiés, mais continuent d'exister. Le BAP continue d'exister. Mais il y a eu plusieurs modifications dans plusieurs lois différentes qui viennent changer un tout petit peu comment ça se déroule ou dans quel cas il y a un BAP. Donc là, je ne veux pas entrer dans les détails trop techniques, mais on est venu changer un petit peu la procédure, là, donc les étapes, quels documents doivent être fournis par le promoteur, à quel moment il y a une consultation. On est venu changer plusieurs détails comme ça dans le projet de loi 81 il y a un an. Dont certains changements étaient quand même, nous semblaient assez positifs, d'autres, on n'est pas certain, d'autres un petit peu préoccupants. Donc, plusieurs changements à ce niveau-là. Mais là, finalement, avec le projet de loi 5 sur les projets prioritaires d'envergure nationale, on prévoit que tous les projets prioritaires là, vont être soumis au BAP, mais en même temps, on se donne le pouvoir d'écarter les lois, les normes si c'est nécessaire. Donc, est-ce qu'on pourrait s'en servir pour le BAP? La question reste en suspens. Je veux juste peut-être préciser sur la question sur les mines là, qui pointent sur une incohérence possible. Là. C'était dans la réforme de la loi sur les mines, projet de loi 63, pas dans le Oh, projet de pardon. loi 81. Juste pour préciser, mais c'est exactement la même chose que Camille a résumé. Je vois une question qui demande, tu sais, autre que sur le projet de loi 7, donc notamment par rapport tu sais, à la possibilité de transférer des fonds, les surplus du fonds vers d'autres fonds. Est-ce qu'on a remarqué d'autres occasions où le secteur économique a semblé envisager les bonnes pratiques environnementales comme positives ou profitables? Bien, je tiens à préciser que même pour le projet de loi 5 et d'autres projets, je n'ai pas entendu un acteur du secteur privé dire que c'est pas important de respecter des normes de protection de santé publique ou en environnement. Donc, ce qui ressortait plutôt, c'est il faut améliorer l'efficacité, il faut améliorer la planification, mais j'ai beaucoup entendu que une bonne planification est importante, que l'acceptabilité sociale est importante également. Donc, je pense que ça doit vraiment être souligné, puis ça nous ramène à est-ce qu'on a vraiment le bon remède, là? À notre avis, non, pas du tout. On a des outils aussi, puis ça, on n'en a pas parlé, mais on a des outils aussi dans la loi, comme Camille a fait allusion, comme des évaluations stratégiques qui n'ont pas encore été utilisées. Ça fait plusieurs années là, qu'on a ça dans le cadre législatif. On pourrait utiliser ces outils-là d'évaluation stratégique qui nous permettent d'avoir des meilleures visions d'ensemble pour après ça mieux planifier. Puis là, on peut peut-être aller plus vite parce qu'on a bien planifié en amont et on ne s'en sert pas. Donc, je voulais mentionner aussi ça. Je vois que le temps file. On ne pourra pas répondre à toutes les questions qui sont très bonnes par ailleurs, mais on va s'engager quand même à toutes les regarder et à pouvoir euh, soit vous inviter à nous écrire via la ligne verte pour les poser si vous n'avez pas eu de réponse à vos questions. Euh, et sinon, je regarde ici, oui, je pense que là, vu qu'on a quand même pas mal dépassé, ça serait super précieux pour nous. Camille, tu veux-tu rajouter quelque chose ou je vais... Ben, je trouvais que c'était une question intéressante sur Oui. ce qui est des droits autochtones, mais Camille Fréchette, dans la discussion, offre une réponse, là, mais sur la question de est-ce que les projets de loi 5 au Québec, puis ces 5 au fédéral, pourraient aller à l'encontre des droits ancestraux, des droits autochtones? Ben, en théorie, non, dans le sens que les gouvernements ont toujours l'obligation de respecter la Constitution. Donc, même s'ils ne l'écrivaient pas dans leur loi, il y aurait cette obligation-là. D'ailleurs, les lois le précisent là, que ça doit être interprété conformément à l'article 35 de la Constitution. Mais je pense qu'il y a quand même la place à se poser la question de le processus qui est prévu dans C5 puis dans Q5, ou en tout cas le PL5 au Québec. Est-ce que ça va vraiment permettre le temps nécessaire, la latitude nécessaire dans la prise de décision pour que cette consultation-là des peuples autochtones soit véritable, là, dans le terme utilisé habituellement, donc qu'elle permette vraiment d'adapter les décisions en conséquence. Je pense qu'on peut se poser la question, mais comme Camille le souligne dans le chat, une application de la loi qui irait à l'encontre des droits autochtones, ben, ça serait invalide, là, finalement, parce que ça ne respecterait pas la Constitution. Ouais. Il y a toutes sortes d'autres questions là, qu'on pourrait tenter de répondre, mais je pense que comme tu le dis, on va respecter le temps qu'on avait établi. Donc, je te laisse conclure.
On savait que c'était ambitieux, mais c'est un test là, pour face à cette tempête-là législative là, de la dernière année. Vous allez voir un petit sondage pour ceux qui sont encore, celles et ceux qui sont encore en ligne. Trois questions super rapides, mais nous, ça nous aide beaucoup. Trois, quatre. Nous, ça nous aide beaucoup à pouvoir justement ajuster, s'adapter, voir un peu si ça vous a été utile. Donc, super apprécié si vous pouvez prendre le temps de le remplir. Puis, comme on le disait, on va pouvoir vous faire parvenir l'enregistrement, la présentation également. Il y a des liens vers les actions et assurément, il y aura des suites pour qu'on puisse continuer à suivre là, ces développements législatifs-là, la manière dont ils peuvent avoir un impact sur la protection de l'environnement au Québec puis au Canada. Donc, vraiment, on vous remercie très sincèrement pour votre intérêt puis votre participation et on espère que vous avez trouvé le webinaire utile. Merci pour vos bonnes questions.